Bonjour les flammes. Bonjour les flammes. Bonsoir Monsieur Dao. Bonsoir Mademoiselle Sandra, comment allez-vous? Elle va bien. Quelle est la météo de ce soir? Tempête à l'horizon vers Esneux, là où nous habitons. Oui, on habite en Belgique, dans le sud de la Belgique. Alors nous avions des projets de cinéma et de restaurant ce soir. Et finalement, avec cette tempête, eh bien, on décide de se poser et de vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Comme vous le savez, nous sommes des amoureux en fait. Nous avons le feu par rapport aux traditions ancestrales, par rapport aux sagesses. Et nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de méditer sur les 4, voire 5 accords toltèques. Et on avait envie de faire le pont pour vous ce soir entre ces principes, ces accords, et ce qu'ils peuvent représenter à la fois pour le chaser, donc le yang, polarité yang et polarité davantage yin, voir effectivement comment ces accords peuvent nous soutenir dans notre élan de réunion de flammes. On espère que ce sujet va vous passionner autant que nous. Oui, les accords toltèques, quel livre formidable de Don Miguel Ruiz. Quand il est sorti, il a eu un succès énorme parce qu'il expliquait de façon extrêmement simple et claire la puissance de la libération de l'ego dans les relations. C'était formidable. Je suis sûr que beaucoup de gens qui nous regardent maintenant l'ont lu. Et relu. En plus, et il le précise dans ce qui va ensuite produire comme le 5e accord toltèque, il précise que si on lit le livre une première fois, et qu'on le lit une deuxième fois, il aura opéré une transformation dans notre regard, et le livre semble fonctionner différemment sur nous, et alors la 3e fois, c'est carrément un livre différent. J'avais adoré cette anecdote, et effectivement, on le lit une fois, des années plus tard on le relit, et à chaque fois il semble creuser en nous un regard de plus en plus clair. Pourtant c'est très simplement écrit. Donc c'est vraiment un chef-d'œuvre dans son genre. Ce sont des accords et des principes qui sont vraiment opératifs. Absolument. On le sent. Oui, et tellement simple qu'on peut vraiment simple dans les concepts, mais efficaces, mais difficiles à mettre en place. Et on va en parler maintenant, on va parler un peu de tous ces strates-là. Donc, je vais te laisser la parole sur la parole impeccable, justement. Alors, c'est important de comprendre dans ce chakra de la gorge, lorsque vous entrez en communication avec votre flamme, que vous soyez chaser ou runner, que vous pouvez, à partir de cet organe, à la fois bénir, bénédiction c'est bien dire, et à la fois maudire. Donc, vous pouvez faire énormément de mal, en fait, avec votre parole. Donc, ce premier principe, il est capital, de mon point de vue, pour toutes les relations humaines, particulièrement dans le cas de la flamme, puisque vous savez que cette relation est particulièrement tendue à certains moments. Alors j'avais envie de vous donner quelques conseils pour vous les chasers. Alors il faut savoir que le chaser, il a une propension en fait émissive. De manière générale, il a une propension à un filtre qui est beaucoup plus yang, c'est-à-dire qu'il va être penché en émission vers son jumeau. Alors je dirais qu'une chose qui est très importante lorsque vous vous adressez, dans le cadre de cette parole impeccable à votre jumeau, eh bien de toujours faire en sorte que les paroles que vous allez prononcer le libèrent, que ce ne soient pas des paroles qui emprisonnent, que ce ne soient pas des paroles qui rendent coupable, parce que le chaser, il a quand même une propension à vouloir mettre des filets, alors c'est tout à fait inconscient. C'est engrammé en fait dans sa polarité et c'est ce dont il doit lui-même se libérer. Donc je dirais, soyez attentifs, vous les chasers ou nous les chasers, soyons attentifs à ne pas emprisonner notre jumeau dans notre propre système de croyance. Ça c'est vraiment important. Et qui plus est, puisque nous sommes dans une propension à être penchés sur le jumeau, apprenons vraiment à nous réaligner. Il y a d'ailleurs deux adages comme ça qui sont connus, c'est tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Mais ça, c'est vraiment adapté au chaser. Chaser, avant de réagir comme ça lorsque votre jumeau vient pointer quelque chose qui ne vous convient pas, sachez que ça ne convient pas à votre ego, mais nous sommes invités à parler à partir de la conscience de l'âme et non pas de la conscience réactive de l'ego. Donc le chaser, il réagit au quart de tour, il faut quand même le dire.
Et donc il peut être assez enclin, je dirais, à emprisonner dans un système de croyance, à rendre coupable en fait son jumeau. Et donc dans ces paroles, ce sont des filets. Donc soyez vraiment attentifs à ce que finalement, deuxième adage, à ce que votre parole soit d'argent, mais que votre silence soit d'or. Ça veut dire, la parole est intéressante, mais apprenez aussi à écouter votre jumeau, plutôt que d'entrer directement dans une, je dirais, dans une presque une offensive parfois. Les paroles du chaser peuvent être emprisonnantes et être dans vraiment une tonalité, une couleur offensive, parfois un peu d'attaque. Oui. Qui est assez masculin comme démarche. Ouais, c'est très lucide. Ce que j'aurais envie de dire pour ce premier principe, ça superbe. Voilà les conseils en tous les cas. Superbe, c'est bien de l'entendre. Ça fait toujours du bien en fait, cette clarté, cette authenticité. Pour le runner, c'est un peu différent. De toute façon, c'est interactif. Donc effectivement, tous ces filets, le runner ne supporte pas d'être défini. C'est son problème d'incarnation. Tout ce qui est définition, tu es comme ça, tu es comme ci, même en positif, peut être vraiment suffocant. Donc le runner va utiliser le verbe d'une stratégie un peu différente. Non seulement il n'a pas l'habitude d'exprimer son authenticité de prime abord, mais sa parole ne va pas être impeccable dans le sens où il ne va pas savoir mais qui suis-je vraiment en fait. Ce que je suis, c'est quelque chose qui vibre très haut certes, mais qui est très impersonnel. Et dans la confrontation avec les systèmes plus fermés, entre guillemets, c'est pas tout à fait exact, mais plus droit, on va dire. C'est vraiment c'est plus juste. Du chaser, on va avoir une difficulté à se positionner aussi, et donc à placer un verbe qui dise, voilà, je suis ça, ou j'ai ça, ou je veux ça, ou je suis ça. Parce que, intérieurement, c'est pas acquis du tout. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Cette définition de soi ne marche pas bien du tout avec le runner et n'est pas du tout prégnante. Donc, le verbe va être soit louvoyant, autrement dit un petit peu tourné autour du pot, ce que le chaser ne supporte pas du tout. Oui, le chaser, il aime ce qui est clair. Voilà, il ne supporte pas du tout. Et le runner a des difficultés à intégrer donc, cette parole impeccable, vraiment... Parce que cette authenticité-là est presque, justement, comme je disais, presque au-delà des mots, et plus dans un langage qui passe par des à côté, quoi. Ça va être, par exemple, une poésie, ou ça va être, comme on en parlait dans l'autre, exactement. Mais c'est très prégnant, ça, c'est très important à comprendre. Le runner n'est pas frontal comme le chaser lui demande d'être, en fait. Et donc, son verbe n'a pas l'habitude de cette comment dire, cette vitesse de clarté, et vitesse surtout de dévoilement de ce côté plus fluide du runner lui empêche un peu d'arriver à cette droiture tout à fait simple, quoi. Finalement d'ailleurs ça marche toujours comme ça, la parole parfaite est toujours source d'harmonie, quoi. Mais le runner a un petit problème quand même par rapport à cette simplicité finalement, parce qu'il aime bien tout ce qui est volute, circonvolution. Donc pour le message pour les runners... Tu aimes bien les volutes. Voilà, et là je tourne encore, tu vois, là ça se voit encore qu'il y a tout ça. Pour le runner, il doit apprendre à avoir confiance en son instinct, en son âme qui le guide dans un langage qui peut dépasser totalement ce qu'il a acquis. C'est quelque chose de très singulier, très particulier, mais qui lui fait un bien fou. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de se cacher derrière des idées qu'il essaie de stabiliser pour lui, plutôt laisser sa spontanéité dire aussi ce qui est parfaitement juste dans l'instant. Ça lui échappe au niveau égoïque, mais c'est vraiment au niveau de l'âme que ça se dit. Donc cette parole impeccable-là peut être extrêmement intéressante. Attention au runner aussi quand même, qui pour fuir les responsabilités, pour fuir les cubes qui lui sont proposés en tant que concept, va avoir tendance aussi, et malheureusement, à utiliser sur la défensive des attaques de défense. À la différence du chaser qui va être plutôt dans venir vers, le runner va sortir ce qui lui passe par la tête, même si ce n'est pas pensé, juste pour créer des écrans de fumée et prétendre fuir. Voilà. Oui. Parfois, j'ai aussi l'impression que, de peur d'être rejeté, tu pouvais déguiser la vérité. Déguiser, oui. L'enluminer, oui, certainement.
Tu vois il y a cette blessure du rejet qu'il faut travailler considérablement. Et effectivement, la parole impeccable, à travers cette espèce d'authenticité naturelle et spontanée, c'est un des grands défis du runner, clairement. Ouais. Moi, je dirais, en tous les cas, on se replonge dans des histoires, je dirais que le chaser, il est vraiment invité, en fait, parce que le runner est pas nécessairement sûr de lui. Dans cette peur du rejet, il y a aussi un profond manque de confiance en lui, en ses talents, en ce qu'il peut aussi exprimer. Il peut cacher cela par de l'arrogance, parfois. C'est ce que tu viens de dire, hein, il va jeter des mots pour essayer de se défendre. Donc, du point de vue du chaser, ça peut paraître comme de l'arrogance, mais en fait, ce sont des attitudes de protection, en vérité. Donc, le chaser, il peut vous donner l'impression de vous attaquer, entre guillemets, mais c'est parce qu'il est tellement sensible qu'en amont, sans vous en rendre compte, vous avez pu dire ou faire ou insinuer quelque chose qui l'a déstabilisé. Alors que vous êtes dans un langage tout à fait habituel, qui de votre point de vue est tout à fait simple et lumineux et absolument pas dans le jugement. Mais le runner, il est dans une telle sensibilité qu'il peut ressentir une déstabilisation et subitement, soit effectivement, vous lancez des flèches qui peuvent paraître comme de l'agressivité ou de l'arrogance, mais qui est de la défensive. Ouais, c'est étonnant parce que c'est un étrange paradoxe. Mais du point de vue du runner, du coup, c'est exactement la même chose. Enfin, c'est très étrange ce miroitement parce que justement, la prise de position solide du chaser pour le runner semble être de l'arrogance aussi, justement. Ah oui. C'est comme si en face, le chaser savait, était droit dans ses baskets et que le runner, lui, n'avait pas cette solidité-là. Donc c'est étonnant que tu parles de ça, parce que c'est perçu dans les deux côtés comme de l'arrogance. Ouais. C'est assez étonnant, ça. Mais c'est beau de le dire. Mais c'est très étonnant. C'est surprenant, les mécanismes dans le langage, les mécanismes dans l'énergie, parce que on va maintenant parler, parce que là on parle de ce qui s'est passé avant, on se plonge dans notre mémoire, archéologue de notre mémoire, comme on a dit. Mais dans ce qu'on vit maintenant dans la Réunion, les frictions peuvent exister, bien sûr. Hein, tous les couples qui sont réunis et qui nous écoutent en savent quelque chose. Mais il y a plus ce n'est plus autant balancé et genré, comme j'aime bien dire. Voilà, genre que chaser, que runner. C'est beaucoup plus contrasté. Donc, la technique de communication et disons le cadeau qu'on pourrait faire par rapport à cette parole impeccable, maintenant, c'est le courage de dire ce qu'on ressent, le courage, en tout cas pour le runner, mais même pour le chaser, c'est la même chose, le courage simplement et la confiance qui grandit avec le temps que l'autre va entendre au-delà de l'ego et des frictions de base qui ont structuré un petit peu les conflits de base avant, et vraiment commencer à laisser émerger aussi qu'est-ce que me dit en fait, qu'est-ce qui m'est dit à ce moment-là à travers ce dialogue-là. Et plus exister qu'au travers d'un ego qui va réagir, mais quelque chose de plus profond. Je ressens ça. C'est beau. Moi, j'aurais envie de peut-être terminer ce principe avec encore un ou deux conseils. C'est que comme votre runner, justement, peut manquer parfois de confiance en lui, c'est ne pas hésiter régulièrement, quand vous le pensez, c'est de trouver les mots qui le mettent en confiance et qui peuvent le valoriser aussi, car le runner a vraiment un besoin de valorisation. Or, moi, en tant que chaser, il y a beaucoup de choses que je voyais, que je trouvais tellement naturelles que je ne le disais pas nécessairement. Donc, je le pensais, mais peut-être je manquais de l'exprimer. Donc, chaser, lorsque vous voyez un talent ou lorsque vous trouvez quelque chose de fabuleux ou de beau, de lumineux chez votre runner, n'hésitez pas vraiment à le communiquer. Ça va donner vraiment un cocoon, un cadre de confiance à votre runner qui en a besoin en fait. Oui, c'est même si lui ne l'exprimera jamais. Oui, il ne le demandera pas, mais il est vraiment en manque de ça. Donc il ne s'agit pas de surjouer dans une non-authenticité, mais si vous le pensez, n'hésitez pas à le communiquer. Alors aussi, sachez que le runner a un grand talent pour détecter chez son chaser tout ce qui est masque,
tout ce qui n'est pas authentique. Donc soyez dans votre parole extrêmement authentique parce que la moindre faille va être détectée comme une occasion de fuir à nouveau, de trouver que pour le runner, de trouver que son chaser n'est pas authentique et que c'est une raison supplémentaire de fuir. Et c'est vrai que le chaser pourrait, de peur à un moment donné que le runner ne fuit à nouveau, pourrait dans son expression ne pas être authentique, apporter des masques, des jeux de rôle. Donc soyez vraiment attentifs à ça aussi, les chasers. Mais c'est de toute façon la proposition des accords Toltec. Finalement, on pointe d'entrée, finalement. Cet enjeu, il est humain. Mais dans la flamme jumelle, où l'âme devient prédominante et gouverne en fait le lien, là, c'est tout à fait prégnant, quoi. On va continuer un petit peu, ça te va? Le deuxième, donc c'est ne pas faire de suppositions. Ne pas faire de suppositions, waouh, ça c'est vraiment... Ça c'est typiquement chaser. Ça c'est très chaser. Il y a des choses pour le runner, mais chez le chaser c'est quelque chose de très prégnant. C'est très puissant cet accord en fait chez le chaser. Pourquoi? Parce que le runner, dans sa vibration très yin, il est quand même un petit peu à l'écart de la société. Il est souvent considéré par la majorité des personnes qui vibrent quand même un peu plus bas, qui sont un peu plus dans le yang, qui ne vibrent pas aussi haut que le yin du runner. Il y a comme des codes de comportement. Or, le runner échappe complètement en fait à cette moralité, échappe complètement à ces codes. Donc le chaser pourrait être assez tôt et assez rapidement dans une réaction de jugement du comportement de son runner. Donc là, il faut être vraiment attentif en fait à ce principe, ne pas faire de suppositions. C'est pas parce que votre runner fuit qu'il vous abandonne, par exemple, parce que ça viendrait là toucher la blessure fondamentale du chaser. C'est pas parce qu'il vous fuit qu'il a nécessairement un désamour pour vous, ou même nécessairement un reproche à vous faire. Donc en fait, il a des choses à régler, à verticaliser en lui, dans des comportements qui effectivement échappent un petit peu au code et parfois à la moralité de la société. Donc ne récupérez pas cela, les chasers. Il faut vraiment être attentif à bien revenir sur votre propre, être vraiment, je dirais, dans le discernement de vos propres comportements dans le jugement. Le jugement est toujours égotique. Or, on essaye en fait d'interagir avec son jumeau au niveau de la conscience de l'âme. C'est très très important. Donc dans ce deuxième principe, ne faites pas de suppositions, c'est surtout dans les jugements de votre jumeau. Revenez vers vous, respirez et n'essayez pas d'interpréter tous ces comportements parce que ce sont des filtres. Le jumeau yin a des filtres réactionnels très différent de la polarité du chaser, du yang. Donc ce n'est que lorsque l'on vit, je dirais, le shift, où finalement le chaser va intégrer sa polarité, sa propre polarité yin, et le runner, le yin, sa propre polarité yang, que progressivement vous allez commencer à toucher et à comprendre ces filtres-là. Essayez de le faire avant le shift, donc avant la nuit noire, Essayez de faire ça avant, ça reviendrait à mentaliser en fait. Et dès que l'on mentalise, que l'on essaye d'analyser le comportement du runner, c'est d'office peine perdue, vous n'arriverez pas à comprendre. Vous pourrez juste, par le biais de vidéos, par le biais de lectures sur les flammes jumelles, l'intégrer de manière mentale, c'est déjà très bien, mais ce n'est pas suffisant. N'essayez pas de comprendre à ce niveau-là, je dirais, le comportement du runner. Au contraire, soyez vraiment dans un détachement et un amour inconditionnel et laissez-le faire son chemin et ses propres expériences, même si ses comportements diffèrent complètement des vôtres. Plus vous serez effectivement dans ce détachement et dans cette reconnexion à vous-même, et plus le travail du runner sera facilité. Voilà, ça ce serait mon conseil sur le deuxième accord. Superbe, merci beaucoup. Ne pas faire de suppositions pour le runner. Ici, on touche au problème de discordance qui existe chez le runner entre la normalité, comme tu viens de dire, et la singularité qui se dit en lui. Donc il y a toujours les mêmes problèmes d'incarnation, on en a déjà beaucoup parlé.
Ici, les suppositions vont aller dans le sens, c'est vraiment un sujet très intéressant. Le fait qu'il soit différent l'amène aussi à avoir une forme de jugement sur la normalité, sur les règles, sur la norme, sur le il faut se comporter comme ça, etc. De fait, par ce miroir que lui renvoie la société, parce que effectivement une voie plus yin comme ça, une voie beaucoup plus pénible, parce qu'il est quand même assez difficile de marcher hors des sillons déjà écrits, il est difficile de se comporter authentiquement, d'essayer en tout cas, et de sortir des carcans. Donc il y a une forme de colère résiduelle qui existe de toute façon chez ces personnalités-là. Ne pas faire de suppositions, c'est ne pas voir son chaser comme un mandaté de la normalité qui viendrait le juger. Voilà, on est dans quelque chose d'assez complexe, mais très intéressant. En effet, les comportements du chaser sont plus normatifs, entre guillemets, mais c'est son âme derrière est aussi, tout aussi en floraison que celle du runner. Donc, bien que les enjeux du chaser de démanteler petit à petit cette moralité, normalité, cette adaptation, presque une grande adaptation au système, peut être frottante justement avec le runner qui lui est constamment en train de signaler que c'est l'authenticité comme une bataille en fait qui est fondamentale. Donc, ne pas faire de suppositions dans les approches du chaser de la part du runner. Le runner ne doit pas imaginer que le chaser vient essayer de le normaliser. Ça c'est une des pires problématiques qui existent, une des grosses et immenses tensions qui existent. Mais bien de l'aider à s'incarner. C'est très différent. Il y a un amour tellement immense du chaser que c'est un amour qui est pris de prime abord comme presque étouffant entre guillemets par le runner, parce que le runner il veut pas être dans une forme carrée. Et en même temps, c'est le seul chemin pour lui, cet accueil de cet amour incommensurable, c'est le seul chemin pour lui de s'incarner. Il n'est pas heureux de se voir normalisé, mais en même temps il n'est pas heureux d'être complètement différent. Il y a un équilibre à trouver, et ça, c'est le chaser porte les clés pour le runner de cette incarnation. Donc, cacher derrière, ne plus faire de suppositions, c'est aussi accueillir toute la grâce que fait le chaser de lui proposer un point d'incarnation. Voilà, c'est ça qui est ressenti là. Ce qui amène à un cercle dans un carré. Un carré dans un cercle. C'est intéressant. La quadrature du cercle. Ouais, intéressant. Est-ce qu'on parlerait maintenant du troisième? Oui, avec joie. Tu t'en souviens? Oui, c'est ne pas faire une affaire personnelle. Extrêmement intéressant. Ne pas faire une affaire personnelle. Alors pour le chaser, en fait, le chaser est extrêmement attentif à tous les micro-mouvements de son runner. Les micro-fuites. Les moments où il ne va pas répondre au SMS dans les temps que le chaser aurait souhaité. Peut-être les phrases qui ne seront pas prononcées. Donc en fait, le chaser a une blessure, une souffrance énorme de peur d'abandon. En vérité, c'est une blessure d'âme, d'enfance, de circonstances de vie, donc c'est extrêmement prégnant, hein, pour reprendre ton terme, c'est très présent. Et donc, consciemment ou inconsciemment, en fait, le chaser va vraiment avoir cette peur, je dirais, incommensurable, cette peur énorme que son runner disparaisse. Parce que le chaser, il est le porteur de mémoire. Il n'en a peut-être pas conscience, mais c'est vraiment intégré dans son ADN, c'est vraiment intégré dans sa vibration primordiale. Donc ça veut dire que quand il rencontre son runner, il se rend compte qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel dans sa vie et à aucun prix il ne souhaite en fait que cette vibration, cette reconnexion, cette reconnaissance finalement ne s'évapore, ne s'évanouisse. Donc il va mettre énormément d'énergie à tout intégrer dans son runner, vouloir tout comprendre, tout analyser, être extrêmement sensible à ces micro-mouvements, ce qui est une erreur effectivement, parce que si amour il y a et si blessure il y a, c'est quand même les deux faces d'une même médaille. Le manque d'amour de soi et l'amour de l'autre vont de pair. Donc là, dans cet accord Toltec, ne pas en faire une affaire personnelle, à nouveau, c'est
c'est se rendre compte que nous sommes chasers penchés sur notre flamme reneuse. Et donc là, nous sommes vraiment invités à venir guérir et soigner par nous-mêmes, pour nous-mêmes, nos propres dépendances affectives et cette peur de l'abandon. Donc lorsque le runner a effectivement un comportement et que l'on l'analyse, comment est-ce qu'on dit? Oui, c'est ça. On va l'analyser dans les micro-détails. Là, attention, il y a un danger. Il y a quelque chose qui est extrêmement malsain. Et ce côté malsain, en fait, il est réverbéré, il est miroité à l'extérieur dans le cadre de la flamme. Mais là, nous sommes vraiment invités à ne pas en faire une affaire personnelle du comportement de notre runner et à revenir vraiment guérir cette blessure primordiale et fondamentale. Magnifique. Donc je dirais que sur ce 3e accord Toltec, c'est ce qui me vient en méditation en tous les cas. Magnifique, merci. C'est ce que moi je mets en pratique dans le cadre de mon principe chaser. C'est parfait. Merci beaucoup. La question de l'affaire personnelle touche encore à l'ego. Et le runner, dans son côté extrêmement fluide, lui, non seulement va pas réussir à se définir, mais devenir aussi dépendant des définitions des autres. C'est parce que les autres viennent lui amener un cadre de définition. C'est un paradoxe assez incroyable. C'est un paradoxe assez incroyable. Autrement dit, il va faire une affaire personnelle de tout ce qu'on dit. Il va prendre tout ce qu'on lui dit comme un pôle de définition, provisoire en tout cas, dans lequel il va s'intégrer totalement pendant un temps et ensuite totalement aussi se libérer. C'est très paradoxal, extrêmement intéressant à voir cette non-fixité du runner. Mais le problème, c'est que dans la relation de flamme jumelle, le lien est si fort qu'il va être obligé d'accepter la définition. Et donc, il y a un double tranchant. Et là, je parle aussi aux chasers pour leur dire, vous avez une responsabilité quand même de cœur. Le runner, qui a l'habitude de voler très haut, a une opportunité incroyable qui est offerte par le chaser de s'incarner. On l'a déjà dit. Mais aussi, le chaser peut détruire totalement le runner. Parce que il fait malgré tout une affaire personnelle de ce que va penser le chaser. En effet, le chaser, c'est la première personne qui le comprend. Le runner a vécu dans les marges, le runner a couru à droite à gauche dans son yin, dans sa connexion hyper céleste. Le monde terrestre, ce n'est pas quelque chose d'acceptable, il n'y a que les hauteurs. Le chaser lui dit, tu as ta place et tu peux exister dans le monde, je t'entends, tu es entendu. C'est pour le runner une guérison presque totale. Et en même temps se place une peur énorme. Une peur de perdre cette voie-là. Et quand il y a disruption, quand il y a des problèmes, des frictions, etc., forcément, dans les colères ou dans les tensions, il y a forcément le langage qui va changer. D'un seul coup, on n'est plus aussi parfait aux yeux du chaser. Donc, dans ce cas-là, c'est un effondrement. Donc, ce qui est demandé au runner, et c'est très important, c'est une forme d'indépendance, mais dans le sens le plus noble du terme. Autrement dit, être capable d'accueillir les bonnes choses comme les mauvaises choses, mais pas forcément comme une définition. Et trouver pour soi-même, en fait, une assise intérieure qui est liée beaucoup à l'amour de soi, quand même, et une certaine, comment exprimer ça ? Une possibilité dans la voie du chaser, dans ses compliments ou alors dans ces choses plus négatives, qui sont aussi très intéressantes pour le travail intérieur, de progresser dans une connaissance de soi. Pas forcément fermante, mais dans une connaissance de plus en plus subtile dans les comportements et dans la capacité aussi d'interagir correctement. Donc, ne pas en faire une affaire personnelle, c'est-à-dire ne pas accepter cette définition-là, mais garder quand même une écoute, parce que dans les aspects positifs, le chaser, dans son amour et dans son verbe, devient une véritable, presque, un joyau d'incarnation pour le runner, je le dis comme ça. Et dans ces côtés négatifs, ça va venir toucher dans les points négatifs que le chaser va relever du runner, qui sont extrêmement précis aussi, très justes en général, va permettre aussi de faire un travail sur les comportements et sur la capacité d'incarnation. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. C'est beau, parce que c'est vrai que le chaser, comme il a une bonne compréhension et une assise dans ses émotions, ses propres émotions, qu'il a eu l'occasion de travailler toute sa vie, en fait, une connaissance de soi à ce niveau-là en tous les cas,
peut-être moins de sa sphère spirituelle, tandis que le runner a une bonne connaissance de sa sphère spirituelle et un peu moins d'assise au niveau physique tout à fait. Et émotionnel. Donc le chaser, il pourrait amener une construction, c'est-à-dire une projection aussi par rapport à son runner, de dire mais si tu ressens ceci, ceci et cela. Et donc finalement de définir à travers ce que lui ressent son runner. C'est ça que tu veux exprimer? Ouais, c'est ça, c'est tout à fait. Donc le danger, c'est de venir étiqueter finalement son runner. Voilà. Et alors le runner qui ne supporte pas les étiquettes, forcément va se mettre en défiance directe. Il y a tout un art comme ça entre... De toute façon, les accords Toltec nous y amènent de toute façon, mais c'est vraiment un art de la négociation et de la dialectique. On en a déjà parlé, mais c'est vraiment prégnant entre l'ego et l'âme. Et le dialogue, petit à petit, de toute façon, descend dans les profondeurs de l'âme. Il y a toujours quelque chose qui va se dire en surface pour révéler quelque chose de profondeur. Et dans les deux cas, c'est un challenge de descente et d'abdication à un niveau personnel, intime. Oui, tout à fait. C'est là que le lien et le pont se fait. C'est le plus, tout à fait puissant à ce niveau-là. Continue. Quatrième. Alors, le quatrième accord Toltec, c'est faire de son mieux. Alors là, sujet incroyablement prégnant, encore une fois de plus. Faire de son mieux. Rien que de l'entendre, ça fait du bien. Ouais, faire de son mieux. On fait de son mieux. Le chemin de flamme jumelle est un chemin qui est exigeant, mais on fait de son mieux. Là, ça peut apaiser beaucoup de gens, considérant le chantier qui est... chantier, oui. Pour le runner, on va... Pour cet accord, on va y arriver. Faire de son mieux va toucher vraiment à une problématique de culpabilité. En effet, le runner, dans ses attitudes, n'est pas du tout dans une attitude, comment exprimer ça, constructive par rapport à la flamme. C'est presque l'anti-relation. Lui, c'est liberté, mouvement, toujours sortir du cadre, toujours chercher ailleurs. Il n'y a pas de socle, il ne fonctionne pas sur un socle. Par contre, quand il va entamer la relation de flamme jumelle, vraiment, après avoir passé quand même toutes ces étapes, et notamment beaucoup d'étapes de friction, il va apparaître très rapidement un problème de culpabilité. La culpabilité de ne pas répondre aux attentes du chaser dans le cadre d'une relation normale, déjà, parce qu'il n'est pas normal, ça c'est clair que c'est pas du tout facile, donc ça va se répercuter sur lui, et du coup ça va se répercuter en une sorte d'accentuation, de zèle, j'ai envie de dire, une forme de zèle. Il n'a pas l'habitude, il n'a pas la codification correcte de la relation, ça c'est clair, il doit l'apprendre, donc c'est un gros travail d'apprentissage, il va en faire trop, ça c'est certain. Mais surtout, il va culpabiliser. Il va avoir des difficultés à avancer sur son chemin d'incarnation, et d'incarnation aussi du couple, parce qu'il culpabilise de ses comportements qui, petit à petit, se montrent complètement hors norme. Il a comme un recul sur ses propres comportements, et il a des difficultés incroyables à négocier la normalisation, entre guillemets, et de vivre sans cette culpabilité. Il fait de son mieux, mais il en fait bien trop, ça c'est certain. Et il a besoin, en quelque sorte, et ça c'est un conseil au runner, quien via piano va sano, qui va tranquillou. Tu veux dire après le shift qu'il en fait? Oui, même avant, quand même, malgré tout. C'est vrai qu'avant il y a beaucoup d'arrogance, ça t'en a parlé très bien, mais après le shift, c'est l'amour guide, quoi. L'amour et la sécurité. Il n'est pas demandé au runner de devenir un mouton. Il n'est pas demandé au runner de devenir une forme de perfection du prince charmant. Il est demandé au runner, et le chaser, c'est ce qu'il demande au fond, à travers toutes ses voix, à travers toutes ses paroles. Il est demandé au runner d'incarner pleinement qui il est dans sa splendeur. Parce que le chaser voit sa splendeur, mais le runner ne le voit pas trop. Alors on peut faire de son mieux, mais tranquille. Sinon, il y a une tension qui se crée qui n'est pas non plus très bonne, qui peut être source d'éruptions intérieures qui ne sont pas bonnes non plus. Donc voilà, je dirais attention et sortir de cette culpabilité, mais pas dans un excès, vraiment dans une grande beauté, dans un accueil du cœur et dans un chemin vraiment de respect profond de soi et de l'autre, mais c'est bon. À partir d'un moment, les choses sont bien placées aussi. C'est beau ce que tu dis. Il faut beaucoup d'humilité
pour en arriver à cette expression-là. Merci. Merci. Alors pour cet accord, moi qui me fait beaucoup de bien, parce que je pense que le chaser, il est quand même dans une quête de perfection. Mais il est dans une quête de perfection selon, je dirais, des règles qu'on lui a inculquées, selon son système de croyance. Et en vérité, il est profondément invité à abdiquer, à s'obstiner dans cette voie de la perfection selon les codes et la moralité de la société et de son système de croyance. Pour pouvoir en fait bénéficier, je dirais, d'une voie ontologique, qui est une voie beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturelle, qui est la voie de la complétude. Donc faire de son mieux, rien que cette phrase-là, elle est épanouissante pour moi en tous les cas, et pour les chasers de manière générale, qui sont toujours en quête de perfection, y compris dans le couple de la flamme jumelle. C'est-à-dire qu'à la moindre accroche, la moindre encoche à cette quête de perfection du prince charmant, le chaser va vite, pourrait vite en fait être dans une parole qui est vraiment enfermante en fait, mais qui enferme dans les codes de moralité à nouveau. Donc faire de son mieux pour soi et laisser aussi son honneur faire de son mieux pour entrer dans une quête non pas de perfection, mais une quête de lâcher prise, de retourner aux règles du vivant en soi, c'est-à-dire ce qui se dit, ce qui se vit en soi, accueillir justement toutes ces zones d'ombre personnelles, plutôt que jeter son dévolu sur les zones d'ombre de son jumeau. Regardez un petit peu vos propres ombres, il y a déjà tellement à faire à l'intérieur de nous, chasers, il y a déjà tellement à faire à l'intérieur de chaque être, que nous sommes invités dans cette quête à faire de notre mieux et entrer plutôt dans une voie de complétude plutôt que de perfection. Complétude, c'est-à-dire être entier à l'intérieur de soi. Pouvoir intégrer à la fois, je dirais, notre ombre et notre lumière, transmuter les ombres, pouvoir reconnecter finalement à toute cette créativité intérieure, c'est-à-dire ce que vous admirez chez votre jumeau yin, donc sa liberté, cette quête de paix, de beau, de créativité, cet art, cette fluidité. Eh bien, venez, je dirais, laissez-les émerger à l'intérieur de vous. Laissez-les rayonner à l'intérieur de vous, tout naturellement. Donc là, vous serez vraiment dans une verticalisation ontologique, cette capacité de maîtrise de vos potentialités et polarité intérieure. La perfection, en fait, pour moi, n'existe pas. Ou si elle doit exister, elle existera dans cette imperfection. Soyons plutôt à l'écoute de notre complétude. Voilà, c'est ce qui m'inspire en fait cet accord et qui revient régulièrement quand je peux être davantage axée sur tes ombres à toi, réagir en projection missive sur tes ombres à toi, plutôt que de venir cueillir les miennes et transmuter les miennes. Donc voilà. Amis de chaser, je dirais complétude, soyez entiers, faire un travail personnel plutôt que de jeter votre dévolu sur ce qui ne va pas chez votre jumeau. Et oui, et comme ça, évitez, les deux participants, c'est très intéressant de voir que là, le travail doit être fait des deux parties du coup. Ouais. Les deux participants de ça, de cette écoute en fait, voilà, l'écoute qui va devenir essentielle. On va ouvrir d'ailleurs sur le 5e accord, on va en profiter. Mais juste à l'instant, j'ai un éclair comme ça, c'est peut-être la tempête qui arrive à l'extérieur, mais faire de son mieux aussi, je pense que, en tous les cas, c'était mon cas, et en consultation, c'est ce qui revient aussi. Les chasers, ils ont quand même tendance à se dire qu'ils en font beaucoup plus, qu'ils s'investissent beaucoup plus dans la relation, et qu'eux ont déjà dû pardonner énormément de choses, et qu'ils ont finalement accepté, accueilli énormément. C'est-à-dire qu'ils se sont mis au service de la relation et ils ont l'impression, nous avons l'impression, chaser, que leur honneur en fait beaucoup moins. C'est pas correct, en vérité. Quand on fait vraiment, je dirais, un chemin initiatique de l'intégration des polarités yin-yang à l'intérieur de soi et que le jumeau en fait de même, je vous promets en fait que le yin, le runner, fait tout autant d'efforts. C'est juste que vous n'en avez pas conscience. Mais il fait énormément d'efforts en fait pour essayer d'intégrer aussi la polarité carré, yang,
et essayer, je dirais, de vraiment essayer de faire des efforts pour pouvoir soutenir cette réunion. C'est juste que nous n'en avons pas conscience, en fait. Donc là, on est vraiment invité à faire de notre mieux, mais se rendre compte aussi que le runner essaie vraiment de faire de son mieux aussi. Oui, c'est comme si la manière que nous avons de mesurer les efforts de chacun, on a toujours l'impression, nous, chasseurs, qu'on en fait beaucoup plus. C'est pas correct. On en fait beaucoup plus selon notre système de croyance, notre système de mesure et notre système de valeurs. Mais en vérité, le rond qui essaie d'entrer dans le carré, donc le yin qui essaie d'intégrer et de s'aligner, de s'harmoniser avec le yang, c'est extrêmement complexe également. Donc soyons vraiment, je dirais, dans la compassion les uns pour les autres. Dans une patience en fait ontologique, dans un amour inconditionnel, parce qu'en vérité, chaque fois qu'on est dans une attente particulière par rapport à notre jumeau, on s'éloigne de la voie. Tout à fait, on s'éloigne de la voie parce qu'on laisse les rênes en fait à notre ego qui voudrait, qui attend en fait. Il y a comme une attente précise d'un comportement précis. Ça ne marche pas ni chez le runner, chez le chaser de toute façon. Dans aucun des cas, en fait, on pourra trouver une complétude dans une attitude prédéfinie. C'est comme un abandon au flux de vie. La flamme jumelle, c'est l'amour qui se dit inconditionnel, qui se découvre inconditionnel à chaque instant. C'est une floraison, c'est un jardin. Et on ne peut pas avancer dans ce jardin avec des idées préconçues. C'est tout à fait comme une voie d'éveil. Si jamais je regarde une fleur, elle est rouge, ok, elle est rouge, voilà, je l'ai vue 150 fois. Mais enfant, quand j'ai découvert cette fleur rouge, elle était sublime. Elle m'a touché à l'âme avant que je vienne la définir. Eh bien, c'est les mêmes enjeux. C'est les mêmes enjeux qui se jouent là. On est dans une quête d'amour, mais cette quête d'amour ne doit pas être aussi une quête prédéfinie d'amour. C'est pas ça l'amour. L'amour n'est pas quelque chose qui va être définissable. Et dans les flammes jumelles, c'est extrêmement prégnant. Mais dans les deux cas, autant chez le runner que chez le chaser, l'amour, il se découvre dans l'instant, dans une ouverture permanente de plus en plus grande, une confiance grandissante dans lesquelles qui va de pair entre la confiance intérieure et l'amour intérieur qui se révèle et l'amour qui est aussi vers l'autre. Si les deux, c'est ce que je disais juste avant, si les deux font un travail comme ça, c'est vraiment une échelle d'amour qui se bâtit petit à petit, naturelle, créative, ouverte et inattendue, insoupçonnée. Parce que la forme que cet amour va prendre d'instant en instant, il évolue. Et si on essaie de le figer, c'est comme si on essaie de figer le temps. Et donc l'amour ne peut évoluer, il étouffe. Alors. Il n'est pas comme la vie, quoi. Oui, il n'est pas comme la vie qui évolue d'instant en instant. Voilà, et il y a besoin de ça. Donc nous sommes invités à être bien ancrés, comme un roseau, bien ancrés, de pouvoir avoir toute la fluidité. Flexibilité également. Sans casser. Tu voulais commencer le cinquième ? Alors le cinquième, j'ai bien envie. Il me passionne celui-là parce qu'il est arrivé plus tard. C'est très beau l'histoire, je la dis juste parce que vraiment elle m'a trop plu. Miguel Ruiz et son fils Don José Ruiz ont écrit le 5e accord toltèque et il exprime dans la préface, et Don Miguel Ruiz qui a donc écrit tout seul les 4 accords toltèques, dit que la première fois où il a écrit les 4 accords toltèques, bien qu'il enseignait aux jeunes chamans les 5 accords, il n'a pas réussi à les mettre en mots. Et c'est uniquement avec son fils, quand ils l'ont coécrit ensemble, en plus avec le jeu, ils écrivent à la première personne pour parler de eux deux, c'est magnifique ça, dans l'introduction quand même, et tout le livre est magnifique comme ça. C'est grâce à son fils, lui, ils ont réussi à l'exprimer. C'est un accord qui est d'une complexité grande parce qu'elle fait intervenir la notion justement qu'on développe depuis le début, qui est de l'ego et de l'âme. Alors l'accord, c'est soyez sceptiques mais écoutez. Et dans la flamme jumelle, c'est un cadeau absolu. C'est quelque chose de si grand qu'on va prendre le temps de vraiment le développer. Voilà ce qui se passe. On peut parler du runner et du chaser, mais on va pouvoir parler aussi de simplement une âme qui s'incarne et qui se dit à travers une relation. Le scepticisme dont il est question là, c'est justement la distance que nous propose de prendre tous les accords au préalable. Autrement dit, si on est dans une réaction basique, blim blam, tu dis ça, je dis ça, c'est ta faute, c'est sa faute, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Réaction inconsciente. Dans ce cas-là, c'est l'ego qui joue avec l'ego, il n'y a pas du tout de conscience. Voilà, c'est ce que tu viens de dire parfaitement. Le scepticisme, c'est la légère distance qu'il faut
pour ne pas laisser toute notre attention à l'ego qui se joue, la réaction qui se joue. Mais prendre le recul nécessaire par une écoute attentive, c'est autant valable à l'intérieur de nous que dans la relation, à ce qui se dit au niveau de l'âme, au niveau de l'être profond. Pas au niveau de la surface qui veut codifier ou qui a peur et qui fuit ou qui est dans la réaction. Qui emprisonne. Voilà, mais qui entend le message que l'univers dit au travers de l'âme commune. C'est très puissant, c'est incroyablement puissant. Autrement dit, ce qui est dit à travers des mots vibre en sous-jacent au niveau d'un message d'une profondeur beaucoup plus importante que simplement l'interprétation surfaciale égoïque, l'interprétation technique surfaciale. C'est quelque chose d'incroyable. Autrement dit, c'est apprendre à prendre conscience que c'est l'univers qui parle dans un dialogue. C'est un langage de l'âme. C'est vraiment une toute nouvelle dimension des relations. En cela, je comprends très bien qu'il y ait eu d'abord le 4 qui a fondé les 4 accords, puis le 5e qui vient parler du nombre d'hommes, la fameuse étoile, l'homme de Vitruve de Da Vinci, qui correspond à la tête, les 2 bras et les 2 jambes, les 2 pieds. Numérologie 5. Voilà, qui correspond vraiment, c'est un nombre d'humains qui se dresse, qui est de l'homme debout. Vertical. Ici, on a vraiment la révélation de l'âme humaine, une fois de plus, cette grande oubliée, l'âme humaine, qui dit, qui se parle au travers de nous, qui nous échappe même dans ce que consciemment on a l'impression de dire. C'est ce qui se dit en sous-jacent. Donc, en tout cas pour le runner, si jamais j'ai envie de parler un tout petit peu de cela, le runner c'est l'ouverture enfin à ce langage qu'il a tellement espéré, le langage de l'âme. Parce que le runner dans sa polarité yin a quand même un petit peu conscience de ça, quand même un tout petit peu. Que ce qui se joue dans les jeux humains codifiés, normalisés, c'est l'ego. C'est la fonctionnalité et c'est nécessaire dans un certain plan. Tu en as très bien parlé dans les 7 plans de l'être. Mais le langage qui est sous-jacent à tous ces langages de surface, interprétatifs, technologiques, techniques, c'est le langage de l'âme. Et donc pour le runner, c'est la prise de conscience et la nécessité de vraiment être attentif à ce que son chaser lui dit au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, je rappelle une chose, chaser et runner sont une même âme dans 2 corps. Donc il est en face à face avec lui-même, quelque chose est dit. Et même si ça vient le toucher dans son ego, même si ça vient lui donner envie de fuir, il y a aussi à un moment donné un peu de recul, un peu de scepticisme, autrement dit, juste ce recul et une écoute nécessaire pour entendre quel message est dit, parce que c'est de l'or. Voilà, c'est de l'or. Ce que le chaser dit au runner, dans les phases d'amour ou de défiance, sont de l'or. Ce qui est dit au-delà du masque, au-delà de toutes les projections, je précise, au-delà de toutes les idées que le runner se fait de son chaser, il y a de l'or pur. C'est l'âme qui est en train de parler. C'est l'âme qui parle. C'est un véritable chef-d'œuvre, ça, dans une relation. C'est une opportunité de saut quantique dans l'évolution de l'être, de l'âme, justement, de floraison incroyable. Donc il y a une gratitude du runner au chaser à avoir par rapport à ça. Et une belle réciprocité, parce que dans ce 5e accord, il n'y a plus tellement, je dirais, de polarité yin-yang. Non, justement. Puisque là, effectivement, le chaser, à travers cet accord, est aussi capable de remonter vers son 3e œil, qui est celui de l'intuition, et qui, tel un aigle, est vraiment capable d'avoir une vision claire et juste à travers les masques, les jeux de rôle et la fuite de son runner, qui est capable vraiment d'aller percer finalement les secrets, les mystères du runner dans ses comportements, qui sont dans la défiance, en fait, énormément d'amour. Donc c'est comprendre que lorsque votre runner fuit ou qu'il a tel ou tel comportement que l'on va nommer déviant, en fait, c'est comprendre que c'est une pure expression d'amour. Donc en cela, ce 5e accord, il devient androgyne. Parce qu'il permet en fait d'être dans une même reconnaissance l'un et l'autre, que derrière des comportements, des blessures d'âme différentes, expressions différentes, il y a la même quête d'amour inconditionnel. Et que derrière ce trait d'union, cette communion, ce trait d'union, il y a des expressions de blessures différentes, d'enfance, de circonstances de vie, de notre âme, en fait, au moment de la séparation. Il y a des comportements, je dirais, complètement différents, mais pourtant la même quête. Et à travers ce 5e accord qui dit, mais soyez sceptiques, c'est-à-dire par rapport au comportement de l'autre, soyez sceptiques. Ça veut dire, non pas sceptique par rapport à ce qu'il dit, mais par rapport à ce qui se dit.
par rapport à ce que la vie exprime à travers lui, par rapport à ce que la vie, le vivant, on peut dire Dieu ou l'âme, exprime à travers ses comportements égotiques. Soyez sceptique par rapport à ce que l'ego vous dit, dans le sens attentif et percez les secrets en fait de votre flamme, qu'elle soit chaser ou runner, à travers ces masques. Ne soyez pas, je dirais, naïf, ne soyez plus naïf, ne vous laissez plus mener par le bout du nez de votre ego. Reconnectez-vous puissamment à votre âme et ressentez la vibration. La vibration ne ment jamais. Si vous êtes capable de vous connecter à votre troisième œil, à votre conscience d'âme, aucun mensonge, aucune illusion, aucun masque, en fait, ne peut vous influencer, ne peut vous détourner de cette quête fondamentale qui est l'amour à travers la flamme jumelle. Donc il est magnifique ce cinquième accord parce qu'il nous connecte à l'âme. Soyez sceptiques, mais écoutez ce qui se dit à travers cette souffrance, écoutez ce qui se dit à travers cette fuite, écoutez ce qui se dit à travers la blessure, l'abandon ou du rejet pour votre honneur. Et c'est magnifique, tout ce tissu humain qui se dit à travers nos vecteurs physiques. C'est de la psycho-émotionnalité. Mais au niveau de l'âme, le cri est le même, c'est un cri d'amour. Que vous soyez chaser ou runner, que vous ayez traversé la nuit noire de l'âme, que vous soyez en phase de réunion, ce qui n'est pas toujours évident non plus, le cri de l'âme est toujours le même, c'est aime-moi. Aime-moi. Vous voyez, et une fois qu'on en est à ce cinquième accord, ce troisième œil ouvert, il n'y a plus de différence. C'est le même cri. Voilà, c'est ça. Et c'est là, pour conclure, qu'on comprend que finalement, tout ce chemin des accords Toltec, on va remercier d'ailleurs cette lignée extraordinaire, c'est un vrai chef-d'œuvre, c'est d'une simplicité d'apparence, mais d'une profondeur incroyable. On se rend compte que finalement, c'est un chemin, une fois de plus, de l'ego à l'âme. C'est une fois de plus un chemin vers l'authenticité de l'être. C'est un chemin pour se dépouiller totalement de son ego et de tous ces masques, peurs, limitations, et pour rencontrer la profondeur de notre âme. Et donc, ça va parfaitement avec le chemin de flamme jumelle qui est la même exigence. Oui, le même chemin initiatique. On va en rester là pour voilà, ce soir. Superbe. On vous embrasse très fort. On espère vraiment que nos explications auront pu vous nourrir en profondeur. Bon chemin à vous. C'est tout le meilleur. Merci. Je vous embrasse.